On va écouter maintenant Didier Danet qui va nous parler du cloud souverain et de son sens. Alors, je me livre à une petite manœuvre qui d'habitude se termine de manière catastrophique, mais je vais quand même essayer. Hop. Ça semble fonctionner. Dans ce sens-là, Sandrine, tu m'excuseras si quand je les branche, ça ne marche plus. C'est pas sûr que ça marche dans un sens et dans l'autre. Voilà. Alors, avant juste de faire cette présentation, je veux dire que pour avoir participé à l'organisation de cette journée, je trouve 3 motifs de satisfaction déjà dans ce qui s'est passé. La première, c'est que on a parlé de transformation numérique et pas uniquement de cybersécurité. Souvent, le sujet qu'on traite aujourd'hui, on l'aborde sous l'angle exclusif de la sécurité, donc de la menace, etc. Et je trouve très intéressant qu'on ait commencé par dire qu'effectivement, on était dans une transformation de nos modes de fonctionnement, de nos territoires, de nos politiques, de nos stratégies. Et donc, il me semble que c'est comme ça qu'il faut prendre le sujet, et pas uniquement sous l'angle de la sécurité. La deuxième, c'est le fait qu'on n'ait pas non plus excessivement parlé de technique. Souvent, le thème, encore une fois, qu'on traite aujourd'hui, il est abordé sous l'angle très technique, avec des configurations, avec des réseaux, avec des choses très très sophistiquées auxquelles personnellement je ne comprends pas grand-chose. Et là, on a mis en avant essentiellement aujourd'hui l'aspect organisationnel, l'aspect humain, etc. Et ça me paraît effectivement être une dimension qui est trop souvent laissée un petit peu dans l'ombre. Je ne veux pas dire que l'aspect technique n'est pas important, mais je veux dire qu'il ne faut pas oublier que il y a dans cette transformation que nous vivons aujourd'hui de nos sociétés, il y a une dimension qui n'est pas exclusivement technique. Puis la troisième chose qui me paraît intéressante, c'est qu'on n'a pas trop parlé de peur. Voilà. Jean Livreau a commencé en disant qu'effectivement, la transformation numérique pouvait impliquer des menaces, certes, mais que c'était d'abord une source d'opportunités et d'aubaine. Et donc ça me paraît aussi très important qu'on ne soit pas uniquement dans un discours visant à effrayer les gens, surtout si derrière on a des solutions éventuellement d'antivirus à leur vendre, par exemple. On peut toujours leur faire peur, mais je pense que la peur n'est pas un bon conseiller, ce n'est pas un bon guide, et il faut essayer de voir les choses au-delà de la peur. Alors, je vous dis ça, mais en même temps, ce que je vais vous dire est quand même très anxiogène, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas quand même de développer le défaut contre lequel, justement, je me félicitais dont on ne soit pas victime. Alors, je vais donc vous parler effectivement de cloud computing et des collectivités locales. Alors, pour juste commencer de manière pas trop académique, j'ai essayé d'imaginer un petit cas pratique dans lequel on va trouver des turpitudes ignobles et des choses dont on ne devrait même pas parler, mais bon, s'il y a des âmes sensibles, il faudra qu'elles sortent, parce que c'est quand même absolument consternant. Donc ça commence par une secrétaire de mairie qui allume son ordinateur, qui lance son logiciel Microsoft Word et qui rédige une note relative au pot d'accueil des présidents d'associations. Bon, je ne suis pas spécialiste des collectivités locales, mais je suppose que ça doit être quelque chose qui peut s'imaginer. Deuxième étape, et là on approfondit la turpitude, cette secrétaire de mairie, elle envoie son projet de note en partage sur Google Drive pour que un élu et le chef des services techniques puissent en prendre connaissance et éventuellement lui dire voilà, là, ça ne va pas parce qu'on n'a pas les tables qu'il faut, etc. Bref, on essaye de travailler de manière collaborative, qui, je pense, doit être un des grands objectifs en matière de transformation numérique. Et puis alors là, comble du comble, effectivement, une fois que la note est validée, on envoie cette note au maire, qui se trouve en déplacement, donc il récupère tout ça sur son adresse Gmail, et puis il publie la note sur sa page Facebook pour que les gens puissent en prendre connaissance. Donc vous voyez, j'ai vraiment été chercher des choses extrêmement regrettables, pathétiques, et qu'on ne devrait jamais voir. Et la question, c'est qui va aller en prison 2 ans et payer une amende de 450 000 €? Voilà. La réponse, vous ne l'aurez pas tout de suite, je garde la réponse pour la dernière diapositive, pour garder les gens jusqu'au bout. Mais donc, alors c'est un petit peu anxiogène, je le reconnais, parce que je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui doivent avoir déjà vécu des choses un petit peu comme ça. Donc, éventuellement, est-ce que les gendarmes sont à la sortie pour arrêter les gens? Alors, pourquoi ce problème-là se pose et pourquoi la question se pose? Tout simplement parce qu'effectivement, les collectivités territoriales, mais pas seulement elles, les entreprises, les particuliers, sont aujourd'hui face à un dilemme de la modernité, qui est qu'on a vu apparaître
une technique de stockage des informations qui révolutionne en fait la conception des structures informatiques et des traitements qu'on peut leur appliquer, puisqu'on peut effectivement aujourd'hui ne plus gérer ces données soi-même, ne plus les avoir dans un ordinateur qui est dans la cave au sous-sol sous la conduite d'eau. Je caricature un peu quand même. On n'a même plus besoin d'avoir les logiciels dans son ordinateur. On a juste besoin de se connecter à Internet et on trouve sur Internet le logiciel qui va bien, les données qui vont bien. Et donc, notre ordinateur, là, tel qu'il est, bientôt, ça sera une boîte vide, avec juste un clavier, un écran et un connecteur au réseau. Et ça sera à peu près tout. Voilà. Et ça offre des avantages sur lesquels je ne reviens pas parce que tout le monde les connaît, en termes de coût, en termes d'accessibilité, en termes de souplesse, etc. etc. C'est formidable. Problème, c'est entièrement américain. Grosso modo, si vous regardez je crois que c'est les dernières statistiques que j'ai trouvées, grosso modo, l'essentiel du marché est trusté par 4 grandes entreprises américaines et qui se développent plus vite que les autres, ce qui veut dire que la solution ne va pas s'arranger. Amazon, c'est à peu près 30% du marché, Microsoft, IBM, Google, c'est à peu près 25% du marché, et les 20 suivants se partagent une part un peu entre les deux. Donc c'est catastrophique. Il y a un dilemme. Et donc le dilemme, il est très simple, c'est est-ce qu'on privilégie la modernité, auquel cas on recourt au cloud computing? Est-ce qu'on privilégie la crainte qu'on peut avoir de confier des fichiers en stockage à des opérateurs américains vis-à-vis desquels on peut avoir certaines réticences? Est-ce qu'on essaye de trouver une solution intermédiaire? Eh bien, fort heureusement, l'administration a trouvé la solution. Une note d'information signée de 2 ministères, donc on s'y est mis quand même à plusieurs pour y réfléchir, nous donne la solution. Et la solution, elle est très simple. La voilà. L'utilisation d'un cloud non souverain, qui par définition ne permet pas de garantir que l'ensemble des données sont stockées et traitées sur le territoire français, est donc illégale pour toute institution produisant des archives publiques. Question, parce que la note pose quand même un certain nombre de questions auxquelles elle ne répond pas. À la suite de quel raisonnement est-ce qu'on arrive à ce résultat qui est quand même un petit peu brutal? Quelle est la portée juridique de cette note? Est-ce qu'il faut y faire attention ou pas? Qu'est-ce que c'est qu'un cloud souverain? Qui n'est pas une question aussi évidente qu'il y paraît. Et quelles sont les institutions qui produisent des archives publiques? Donc, il faut quand même regarder ces questions-là un petit peu théoriques de près. Et puis des questions pratiques. Donc, est-ce que la note organisant le vernissage ou la réunion des présidents d'associations est soumise à cette interdiction ou pas? Est-ce que la secrétaire de mairie va aller en prison parce qu'elle a partagé un document administratif sur Google Drive? Et puis, quid des mairies qui utilisent des choses comme Facebook, Twitter, Dropbox, iCloud, LinkedIn, Gmail, Hotmail, etc. etc. Bon, j'espère que vous ne les utilisez pas. Ou pas trop. Et bon, à la fin, je vous dirai que ce n'est pas grave, mais quand même, ça peut faire peur. Alors, donc, deux aspects rapidement sur cette note. La première, c'est quel est le contenu de cette note, et puis ensuite, quelle est sa portée. Alors, sur le contenu, c'est assez simple, il y a une interdiction générale de déposer sur un cloud non souverain un document administratif quelconque, dès lors qu'il commence à être fabriqué. Alors cette note, elle ne vient pas de nulle part, c'est une note qui s'inscrit dans un ensemble de normes juridiques, donc une directive qui est déclinée dans une loi, qui elle-même est déclinée dans un guide, qui lui-même est précisé par une note. Et vous voyez, tout ça se passe dans un temps relativement court, puisque la directive date de 2014, la loi de 2015, le guide de juillet 2015 et la note d'avril 2016. Donc on est dans un espace de temps quand même très très court. Et le raisonnement est d'un syllogisme absolument implacable. Il y a une logique interne tout à fait cohérente. Le point de départ, c'est donc que les archives publiques sont des documents qui procèdent de l'activité de l'État, des collectivités territoriales, donc vous êtes visés des établissements publics et des autres personnes morales de droit public, ce qui fait quand même beaucoup de monde. L'article L111.1, qui est donc le point de transformation ici, sont des trésors nationaux et les archives publiques au sens de l'article L211.4. Donc tous les documents produits par ces institutions sont des trésors nationaux. Voilà. Et comme on le sait, l'exportation des trésors nationaux, elle est encadrée pour éviter que la France ne perde son patrimoine. Et donc il y a juste une exception à titre de restauration, d'expertise, etc., etc. Et quiconque donc viole ces dispositions est donc passible de 2 ans de prison et 450 000 € d'amende.
Voilà, donc effectivement, c'est logique, il y a une logique interne indiscutable. Le problème, c'est que c'est quand même une interdiction qui est sans aucune nuance, un bloc. Toute institution publique est concernée, tout document numérisé ou toute donnée numérique produite par ces institutions est concerné, et tout traitement ou stockage est concerné. Voilà, donc il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de distinction entre les institutions, les types de fichiers, etc. Tout fait bloc. Alors bon, cette interdiction, elle est totalement incongrue à mon sens. Elle est totalement incongrue, pourquoi ? Parce que d'abord, il y a clairement un détournement des finalités de la directive qu'il s'agissait de transposer. La directive concernait à peu près tout, sauf ce dont on parle là, et à l'occasion de la directive, on en a profité pour glisser cette affaire de données numériques dans les textes, donc c'est quand même un détournement assez clair, me semble-t-il. Deuxièmement, le problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. Quand on dit qu'il est interdit de stocker dans le cloud souverain, l'administration est incapable de définir le cloud souverain. Ou du moins, elle a tellement d'idées qu'on a au moins 4 ou 5 définitions différentes dans les textes qu'on a là. J'en ai repris simplement 3, mais j'aurais pu en trouver d'autres, ce n'était pas un problème. Il y en a une auquel je viens de penser, là, en écoutant la stratégie de l'État, ça m'a donné une idée. Donc alors, première définition possible, on dit qu'un cloud souverain, c'est un cloud qui permet de stocker et de traiter les informations sur le territoire français. Donc là, on est dans le lieu d'hébergement. On dit, voilà, un cloud souverain, c'est un cloud qui est localisé à, je sais pas, à la Nester. Deuxièmement, on a une autre définition, à peu près dans les mêmes textes, qui nous dit, c'est plus compliqué que ça, parce que le cloud souverain, c'est effectivement un hébergement en France, d'accord, mais il faut aussi un actionnaire majoritaire français. Ce qui est pas tout, ça change un peu la donne. Mais peut-être que ça peut être un actionnaire européen, si jamais on arrive à se mettre d'accord. Bon, déjà 3 définitions. Et puis enfin, on a encore une définition, toujours à peu près dans les mêmes documents, un cloud opéré en France, donc la notion d'opération, elle est peut-être un peu compliquée, hébergé dans un data center implanté sur le territoire et respectant les normes et le cadre juridique français. Tout ça fait que ça commence à être un peu compliqué de dire ce qu'est un cloud souverain. Et c'est quand même un petit problème pratique, parce que si on ne sait pas si tel ou tel cloud auquel on s'adresse est souverain ou pas, on risque d'avoir des soucis. Et alors le problème, c'est que l'administration qui est bonne mère nous dit qui sont les clouds souverains, et il y en a 2. Il y a 2 opérateurs de cloud souverain, Numergy et CloudWatt. Donc ça a été écrit en 2015. Ça a été écrit en 2015. Et le problème, c'est qu'évidemment, vous le savez bien, CloudWatt et Numergy ont depuis disparu. Bon, alors c'est un petit peu embêtant. Et dans le même document, il y a quand même les opérateurs privés qui se sont rebellés, parce que CloudWatt et Numergy, c'était quand même un peu public, et donc les opérateurs qui ont râlé en disant et nous, et nous, et nous. Et donc on trouve une phrase, on tourne la page et on trouve la phrase suivante. Donc les 2 initiatives, CloudWatt et Numergy, c'est ça c'est souverain. Mais c'est également le cas d'autres opérateurs de cloud de droit privé absolument français. Donc on a introduit un nouveau critère qui serait le fait d'être absolument français. Donc il y a des clouds qui seraient un peu français, des clouds qui seraient franchement français, puis des clouds qui seraient absolument français. Et donc là, on sent bien qui est intervenu, OVH et Ikula. Voilà. Bon, donc ça fait un petit peu bizarre de devoir s'adresser à quelqu'un dont on ne sait pas très bien comment on le reconnaît dans la rue. Et puis même, on va avoir des soucis assez évidents. C'est-à-dire que si jamais on introduit la notion d'actionnaire majoritaire ou d'actionnaire de contrôle, prenons le cas de Numéricable qui a donc racheté Numergy, donc maintenant c'est Numéricable SFR. Comment, sans faire de procès d'intention à qui que ce soit, mais SFR, c'est comme une société qui dépend d'une société mère qui est au Luxembourg, qui elle-même dépend d'une société mère qui est en Hollande, qui elle-même dépend d'une société mère qui est au Panama. Et donc, est-ce que ce type de structure, on peut la considérer comme absolument française ? Bon, on ne sait pas trop si la nationalité interviendra ou pas dans la définition, et c'est un peu compliqué. Alors, deuxième point, l'effectivité de la norme. C'est bien de faire des normes, encore faut-il qu'elles aient une application pratique. Et là, je pense très clairement qu'on devrait relire Montesquieu au ministère de la Culture, parce que je pense qu'on l'a un peu oublié. Alors, quelle portée pour cette note ? D'abord, première chose, la note n'a pas de portée juridique. C'est une interprétation de l'administration, ça ne vaut pas plus que ça, c'est bien, mais c'est pas plus. Donc ça veut dire que ça ne préjuge pas de ce que pourra dire un éventuel juge saisi dans une hypothèse éventuellement comme celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc il ne faut pas quand même trop s'inquiéter. Deuxièmement, on peut penser que cette note, elle est faible sur le plan juridique,
Elle est faible sur le plan juridique, d'abord parce que, comme je l'ai dit, elle dénature les finalités de la directive qu'elle est censée interpréter, ou dont elle est censée donner une grille de lecture. On n'a pas de définition du cloud souverain, donc c'est un peu compliqué, quand on n'a pas de définition du cloud souverain, d'imposer l'abonnement à un cloud souverain. Et enfin, il y a un dilemme clair en fonction du type de critères qu'on va retenir. C'est-à-dire, soit on introduit l'idée qu'il faut que l'actionnaire majoritaire soit français, et à ce moment-là, on est, à mon avis, assez clairement dans une violation de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est un protectionnisme déguisé assez clair. Ou alors, on exclut l'idée de vérifier la nationalité de l'actionnaire. On dit que c'est simplement une question d'hébergement sur le territoire français, mais Amazon, Google, Microsoft ont déjà ou vont avoir des serveurs en France. Et donc, à ce moment-là, si ce qu'on craint, ce n'est pas tellement que les données partent à l'étranger, mais que la NSA mette son nez dedans, tout va dépendre du procès qui est en train de se faire entre Microsoft et le gouvernement américain en ce moment. Et si le gouvernement américain arrive à imposer à Microsoft une vision extraterritoriale, il va falloir expliquer qu'on ne veut pas de Microsoft comme cloud souverain. Alors ça peut se faire, mais la note, si vous voulez, sur ce plan-là, n'est pas suffisamment précise et claire. Enfin, il y a des problèmes techniques qui affaiblissent la note. Bon, la première idée, c'est qu'on ne sait pas très bien quel est le but de cette note. Est-ce qu'il s'agit de protéger les opérateurs français ? Est-ce qu'il s'agit d'empêcher la NSA de mettre son nez dans des informations qu'on ne veut pas lui transférer, etc. etc. Il faudrait peut-être qu'on sache exactement à quoi on joue. Si on ne sait pas vers quoi on va, c'est un peu compliqué de savoir comment on y va. Deuxièmement, il y a un hiatus entre l'esprit du dispositif de protection des trésors nationaux. Le trésor national, qu'est-ce que c'est dans l'esprit commun ? C'est un tableau d'un peintre fameux. On n'a pas envie que la Joconde parte en Chine pour être vendue là-bas. Donc on la garde. Et il est interdit de la faire sortir. Mais il est évident qu'on ne peut pas raisonnablement appliquer ce régime-là à des données numériques. C'est évident. Et surtout des données numériques qui intègrent la note de la secrétaire de mairie pour l'organisation du pot de rentrée des associations. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Alors je sais bien que juridiquement l'administration dit que c'est la même chose, mais bon, raisonnablement, avec un peu de bon sens, je ne suis pas sûr qu'on puisse le soutenir sérieusement. Et puis surtout, ça a été dit, une des grandes politiques de l'État, c'est l'open data. Et la loi prévoit le développement de l'open data. Comment je fais si d'un côté on me dit en tant que maire, vous devez mettre impérativement des données à la disposition de vos concitoyens pour qu'ils puissent en faire les meilleurs usages, et en même temps on me dit vous n'avez pas le droit de les mettre sur le cloud non souverain. Qu'est-ce qui se passe si un de mes administrés effectivement utilise les fichiers et les stocke sur le cloud d'Amazon ? Là, à mon avis, il y a quelque chose qu'il va falloir regarder d'un peu près parce que l'équilibre n'est pas forcément facile à trouver. Enfin, une menace peu crédible. Une menace peu crédible, je veux dire que menacer de mettre en prison 2 ans ou faire payer 450 000 € d'amende à un maire qui aurait la malencontreuse idée de stocker son courrier professionnel comme Mme Clinton sur un cloud qui n'est pas souverain, ça paraît quand même peu probable. Alors maintenant, je ne suis pas élu, donc je le prends avec un petit peu plus de détachement peut-être, mais je pense que c'est quand même raisonnablement pas probable. Donc quelle porte de sortie faut-il ? D'abord, je pense qu'il faut revenir à un peu de bon sens. Tous les fichiers, toutes les données numériques des collectivités territoriales n'ont pas la même valeur, très clairement. Donc voilà, on pourrait peut-être réfléchir en termes de nature des fichiers. On pourrait introduire donc des nuances. Alors, il y a une nuance qui a été proposée par Nicolas Namias, qui me paraît exclue un peu par le texte de l'administration, qui serait de distinguer stockage et archivage, en disant c'est seulement quand on en arrive à l'étape de l'archivage qu'il faudrait effectivement respecter l'idée du cloud souverain. Avant, on peut faire un peu ce qu'on veut. Je ne suis pas sûr parce que la note dit c'est dès la création du document. Donc l'autre piste qui me paraît intéressante, c'est effectivement de distinguer entre des fichiers sensibles et des fichiers qui sont moins sensibles. Alors, c'est évidemment une distinction un peu compliquée, je suis d'accord. Mais quand même, il y a des choses dont on sait que c'est très sensible et d'autres on sait que c'est quand même beaucoup moins sensible. Donc peut-être qu'on pourrait réserver ce traitement très méticuleux et très restrictif à des choses qui sont plus sensibles que d'autres. J'ajoute sur ce plan-là que les archives elles-mêmes ne sont pas tout à fait claires, parce que d'un côté, on nous dit qu'il ne faut surtout pas exporter, c'est dangereux, etc., etc. Moyennant quoi, on a autorisé les Mormons à enregistrer toutes les données d'état civil françaises et elles sont stockées aux États-Unis. Donc là, le gouvernement américain, il a juste à se servir. Alors on va me dire, oui, mais c'est les données d'avant une certaine période, etc. Ok, mais c'est quand même un fichier fait par l'administration. Donc, il y a un moment, il faut un peu de cohérence dans l'action. Conclusion, qui va en prison ? Qui va en prison ? Tout le monde. Qui va en prison ? Tout le monde, parce qu'en théorie, cette manifestation ponctuelle, bon, je ne suis pas un spécialiste de l'archivage, mais j'ai regardé, j'espère pas m'être trompé,
ça fait partie de ce qu'on doit conserver définitivement. Donc il est prévu que ça doit être archivé. Donc si c'est une archive publique, c'est un trésor national. Si c'est un trésor national, cloud souverain, et donc les auteurs et complices de l'infraction sont passibles des peines. Donc la secrétaire de mairie, les adjoints, le chef du service technique, le maire, sont coupables de l'infraction. Voilà. Je disais que j'allais être anxiogène. Je vous rassure un tout petit peu en vous disant que ça n'arrivera évidemment, enfin jamais, je pense, on peut dire jamais, ça n'arrivera jamais, mais parce qu'en pratique, cette norme me paraît quand même difficilement applicable. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que vous ne vous avez pas quand même fait trop peur. Vous allez pouvoir quand même déjeuner.